J'étais dans la salle de réunion de l'hôtel Marriott à Lyon, en train de négocier la vente de 12 chevaux de race pour 95 000 €. Il était 16 heures un mardi étouffant d'octobre. Mes doigts transpiraient contre le stylo Montblanc que ma défunte épouse m'avait offert il y a 30 ans. De l'autre côté de la table, 3 acheteurs belges attendaient ma signature finale. C'est alors que mon portable a vibré. Le nom sur l'écran m'a glacé le sang. Thomas, mon fils. J'ai demandé la permission et j'ai répondu, m'attendant peut-être à une question sur les chevaux, sur le fourrage qui manquait, n'importe quoi de normal. Mais la voix de mon fils unique a sonné différemment, froide, distante, comme s'il lisait un script répété. « Papa, on part aux États-Unis demain. » Mon cœur a raté un battement. « Comment ça, Thomas? Demain? » Mais on n'a pas discuté de... Il m'a coupé, et dans cette coupure, j'ai senti des années de distance jetées à mon visage. Ton domaine et tes chevaux ont déjà été vendus. Adieu. Le monde autour de moi s'est brouillé. Les Belges, la table en acajou, les contrats, tout est devenu flou. J'ai essayé de respirer, mais l'air ne descendait pas. Et puis, comme une lame plantée dans mon dos, j'ai entendu cette voix que j'avais appris à craindre ces 3 dernières années. Camille, ma belle-fille. Elle a crié en arrière-plan et je pouvais sentir le sourire venimeux sur sa bouche. « De quoi tu parles? Enfin, libérée de ce vieux têtu ?» Et elle a ri. Mon Dieu, comme elle a ri. À cet instant, 80 000 souvenirs ont explosé dans ma tête. 30 ans à construire ce domaine de mes propres mains, les aubes dans l'étable quand personne ne croyait en moi, les callosités qui saignaient, les nuits où j'ai pleuré seul après la mort d'Elisabeth, avec Thomas dormant dans la chambre à côté, juste un enfant de 10 ans que j'avais juré de protéger de tout. Et maintenant il me disait qu'il avait vendu ma vie. Mais savez-vous ce qu'il ne savait pas? J'ai souri. Oui, là avec des larmes menaçant de couler, j'ai souri. Parce qu'il y a une chose que les fils manipulés et les belles-filles avides ne comprennent jamais. Les hommes comme moi n'arrivent pas à 68 ans, dirigeant 130 hectares de terre, élevant des chevaux champions, sans apprendre à garder des secrets. J'ai tenu le téléphone fermement et j'ai répondu avec la voix la plus calme que je pouvais. « Je comprends, Thomas, mais tu as oublié quelque chose. » Silence de l'autre côté. Camille a crié maintenant avec un fil de nervosité. « De quoi tu parles ?» Et j'ai ri. J'ai ri parce que le domaine qu'il disait avoir vendu... En fait, si vous voulez découvrir des histoires vraies de courage, d'hommes qui ne se sont pas laissés briser, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et activez la cloche, parce que cette histoire ne fait que commencer, et ce qui vient ensuite va vous faire repenser tout sur la famille, la loyauté et la justice. Mais avant que je ne raconte ce qu'ils ont oublié, vous devez comprendre qui je suis. Vous devez comprendre comment un veuf de 38 ans seul a transformé 20 hectares de pâturage sec dans la campagne bourguignonne en un empire qui faisait que des fermiers avec le double de mon âge me demandaient conseil. Parce que ce qui s'est passé lors de cet appel téléphonique n'était pas un accident, c'était le résultat de 40 ans de planification silencieuse. Et quand vous comprendrez cela, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas seulement survécu à cette trahison. Je l'ai transformée en la pire décision qu'ils aient jamais prise de leur vie. Mon nom est Jean-Pierre Moreau et je ne suis pas né pour être faible, mais il y a eu un jour où j'ai pensé que je le serais. Un jour où le sol a disparu sous mes pieds et j'étais sûr que je ne pourrais pas me relever. C'était un vendredi de mars, il y a 30 ans. Elisabeth venait d'avoir 43 ans le jeudi précédent. Nous avions fait une petite fête sur la terrasse de notre maison. À l'époque, juste une construction simple de 3 chambres avec des fuites dans le toit et un sol en béton. Elle souriait ce matin-là. Je me souviens de l'odeur du café filtré, mélangée à l'odeur de terre mouillée qui entrait par la fenêtre de la cuisine. Elisabeth portait cette robe à carreaux délavée que je la suppliais de jeter. Elle a embrassé mon front, a appelé Thomas pour le petit déjeuner et est sortie à l'étable comme elle le faisait tous les matins depuis que nous avions acheté ces 20 hectares. 3 heures plus tard, le voisin a frappé à ma porte, le visage pâle. Anévrisme cérébral fulminant. Elisabeth n'a même pas eu le temps de tomber du cheval.
L'animal l'a senti et s'est arrêté, comme s'il savait que sa maîtresse était partie. J'avais 38 ans, Thomas avait 10 ans, et je n'avais absolument rien, à part 20 hectares de pâturage sec, 17 têtes de bétail maigre, une dette de 25 000 € à la banque, et un fils qui se réveillait toutes les nuits en pleurant, appelant sa mère. Les gens de la ville ont parlé, oh comme ils ont parlé. Jean-Pierre va devoir tout vendre, le pauvre, seul avec un garçon, sans profession, sans études. Dans 6 mois, il retournera chez ses parents. J'ai entendu chaque mot, avalé chaque prédiction de mon échec, comme si c'était du poison. Et savez-vous ce que j'ai fait? Je me suis levé à 4 heures du matin le lendemain de l'enterrement. J'ai enfilé les bottes en cuir d'Elisabeth, qui étaient grandes pour mes pieds. J'ai mis ses gants de travail et je suis allé à l'étable seul. Les mains ont saigné la première semaine. Ma colonne vertébrale criait de douleur tous les soirs. Je ne savais absolument rien sur la gestion du bétail, sur la rotation des pâturages, sur les vermifuges ou la supplémentation minérale. Mais j'ai appris, mon Dieu, comme j'ai appris. Je me levais quand il faisait encore noir. Thomas prenait son petit déjeuner seul avant l'école, parce que j'étais déjà au champ. Je rentrais avec les ongles sales de terre, avec des hématomes sur les bras d'avoir tenu des poteaux de clôture, avec des brûlures de soleil qui pelaient de ma peau jusqu'à saigner. Il y a eu un jour, je n'oublierai jamais, où je me suis assis par terre dans l'étable, j'ai regardé mes mains pleines de callosités et de blessures, et j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage. J'ai pleuré parce que j'étais épuisé. J'ai pleuré parce que personne ne m'enseignait, parce que les hommes de la coopérative riaient du petit veuf qui voulait jouer au fermier, parce que le directeur de la banque me traitait comme si j'étais un enfant demandant de l'argent pour acheter des bonbons. Mais savez-vous ce que j'ai fait après avoir pleuré? Je me suis levé, j'ai essuyé les larmes et je suis retourné au travail. Dans les 5 premières années, j'ai payé la dette, toute, euro par euro. J'ai vendu des veaux. J'ai économisé sur tout. Mes vêtements, mes chaussures, ma nourriture. Thomas portait l'uniforme scolaire jusqu'à ce qu'il se déchire. Je cousais la nuit. Nous mangions du riz, des haricots et des œufs presque tous les jours. Le luxe, c'était un poulet le dimanche. Mais je n'ai pas abandonné. Petit à petit, le domaine a commencé à respirer. J'ai acheté plus de bétail. J'ai appris sur la génétique bovine avec un vétérinaire qui a eu pitié de moi et m'a enseigné gratuitement. J'ai lu des livres, j'ai suivi des cours par correspondance, je suis devenu obsédé. Chaque euro qui entrait, je le réinvestissais. Et puis, il y a 15 ans, j'ai eu une idée. J'ai vu un cheval, selle français, pour la première fois dans une foire agricole à Lyon. C'était un animal magnifique, robe dorée, port élégant, cette allure qui semblait une danse. Le propriétaire demandait 28 000 €, une fortune. Je n'avais que 15 000 € économisés en 5 ans de vache maigre. J'ai négocié, supplié, offert de payer en plusieurs fois. Il a ri de moi. Alors, j'ai montré mes livres de comptabilité. J'ai montré comment seul j'avais transformé un domaine en faillite, en quelque chose de productif. J'ai montré mon plan pour les 10 prochaines années. Il a vendu et m'a même fait une remise. 23 000 €. Cette jument étoile du matin a changé ma vie. En 3 ans, elle m'a donné 4 poulains. J'ai commencé à participer à des expositions. J'ai gagné des prix. Mon nom a commencé à circuler sur le marché. Jean-Pierre Moreau, l'éleveur de sel français de Bourgogne. Des fermiers riches m'appelaient. Des acheteurs venaient de Paris, de Normandie, même de Suisse. Il y a 7 ans, j'ai vendu un poulain champion pour 280 000 €. 280 000 €. Moi, le veuf qui allait échouer. Moi, l'homme qui ne savait rien. Moi qui cousais l'uniforme déchiré de mon fils à la lumière d'une lampe à pétrole pour économiser l'électricité. J'ai acheté plus de terre, rénové la maison, construit des écuries modernes, embauché des employés. Mon domaine est passé de 20 à 130 hectares. Je suis devenu une référence. Des hommes qui ont ri de moi sont venus me demander conseil. Et Thomas, mon fils, a grandi en voyant tout cela, voyant son père travailler comme un animal pour lui donner une éducation, de la nourriture, un avenir. J'ai payé ses études d'administration à Lyon. Il a obtenu son diplôme
est revenu au domaine. Je pensais qu'enfin j'aurais un partenaire, quelqu'un pour partager le poids de 3 décennies de lutte. J'étais si fier de lui, jusqu'au jour où il a rencontré Camille. Et tout ce que j'avais construit avec du sang, de la sueur et des larmes a commencé à s'effondrer. Thomas avait 32 ans quand il m'a appelé excité, disant qu'il avait rencontré quelqu'un de spécial. Mon cœur s'est rempli de joie. Mon fils méritait d'être heureux. Il avait passé des années concentré sur le domaine, les affaires, m'aidant à élargir ce que j'avais construit. Des relations rapides, rien de sérieux. J'avais même perdu l'espoir de le voir fonder une famille. « Papa, elle est incroyable. Tu vas l'adorer. Je vais l'amener dîner à la maison samedi. J'ai passé toute la semaine à préparer cette soirée. J'ai fait nettoyer toute la maison. J'ai acheté des fleurs fraîches, des tournesols jaunes que j'ai mis dans des vases en verre dans le salon. J'ai préparé un bœuf bourguignon, une tarte tatin. J'ai même sorti de l'armoire les verres en cristal que j'avais reçus à mon mariage et que je n'utilisais jamais. Je voulais qu'elle se sente la bienvenue. Samedi est arrivé, 19h. J'ai entendu le son de la voiture de Thomas sur l'allée de gravier. Mon cœur battait vite. Cette anxiété agréable de père, rencontrant la possible belle-fille. J'ai lissé ma chemise en lin bleu clair, celle que je portais lors d'occasions importantes, et je suis allé sur la terrasse. Thomas est sorti de la voiture en souriant, et puis elle est descendue. Camille. La première chose que j'ai remarquée était l'âge. Elle était clairement plus âgée que mon fils. J'ai découvert plus tard qu'elle avait 8 ans de plus, 40 ans à l'époque. Cheveux blonds décolorés, tirés en un chignon rigide, ongles artificiels rouges, trop longs, un sac de marque que j'ai reconnu parce que je l'avais vu dans un magazine. 1500 €. Elle portait un ensemble en lin beige et des talons aiguilles fins. Des talons aiguilles dans un domaine. J'ai souri et ouvert les bras. Elle m'a salué avec 2 bises en l'air, celles qui ne touchent pas vraiment. Ses mains étaient froides, et quand elle est entrée dans ma maison, ses yeux, mon Dieu, comme ses yeux ont fouillé chaque détail. Ce n'était pas un regard de curiosité normale, c'était un inventaire. J'ai vu quand elle s'est arrêtée devant l'étagère des trophées des chevaux. J'ai vu quand elle a regardé fixement le buffet antique en palissandre qui appartenait à ma grand-mère. J'ai vu quand ses yeux se sont fixés sur le tableau au mur. Une peinture à l'huile que j'avais achetée 2 ans auparavant dans une galerie à Lyon. 3500 €, œuvre d'un artiste local célèbre. Elle a souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux, c'était calculateur. Pendant le dîner, Camille a parlé sans arrêt d'elle, toujours d'elle. Elle a raconté qu'elle était divorcée, qu'elle avait 2 enfants adolescents de son premier mariage, Antoine 17 ans et Sophie 15 ans, qu'elle avait beaucoup souffert avec son ex-mari, qu'elle méritait de recommencer sa vie avec dignité. J'ai remarqué comment elle touchait le bras de Thomas à chaque phrase, comment elle inclinait la tête quand il parlait, avec ce petit air étudié de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Et puis, elle a lancé la première pique. « Monsieur Moreau, ça doit être si fatigant de tout gérer à votre âge. » J'ai planté la fourchette dans l'assiette. Thomas a ri, nerveux, essayant d'adoucir. « Papa est un lion, Camille. Il ne se fatigue pas. » Mais Camille a continué, maintenant avec un ton de fausse préoccupation. « Mais c'est beaucoup de responsabilité pour une seule personne, n'est-ce pas? Vous avez déjà tant fait, déjà tout prouvé. Ne serait-il pas temps de vous reposer, de profiter de la vie? Profiter de la vie, comme si je gaspillais mes jours. J'ai avalé la colère et j'ai souri. J'adore ce que je fais, Camille. Le domaine n'est pas un poids, c'est ma vie. » Elle a fait ce petit sourire condescendant. « Bien sûr, mais quand même, à votre âge, il est naturel de vouloir passer le flambeau à la nouvelle génération, n'est-ce pas? La nouvelle génération, c'est-à-dire Thomas, c'est-à-dire elle. J'ai regardé mon fils, espérant qu'il dise quelque chose, qu'il me défende, qu'il voie l'absurdité de cette insinuation. Mais il a juste mangé son bœuf bourguignon, absent, comme si la femme à côté de lui ne venait pas de me traiter de vieux incapable. La soirée a continué tendue. Camille a complimenté la maison.
Charmante, avec un potentiel pour de belles rénovations, complimenter les chevaux, ils doivent valoir une fortune, non? Demander sur l'acte de propriété du domaine, sur le testament, sur la planification successorale. Qui demande ça lors d'un premier dîner? Quand ils sont partis, Thomas m'a embrassé sur la terrasse. « Alors, papa, tu l'aimes bien ?» J'ai tenu son visage entre mes mains, mon garçon, mon fils unique, et j'ai menti. « Si tu es heureux, je suis heureux. » Mais cette nuit-là, allongé dans mon lit, regardant le ventilateur tourner au plafond, j'ai su avec chaque fibre de mon être. Cette femme n'aimait pas mon fils, elle aimait ce que j'avais construit, et elle n'allait pas s'arrêter jusqu'à ce qu'elle obtienne tout. 6 mois plus tard, Thomas m'a appelé pour me dire qu'il allait se marier. Il n'a pas demandé ma bénédiction, n'a pas demandé mon avis, il m'a juste informé. La cérémonie serait petite, seulement les proches parents, à la mairie de Lyon. J'ai mis mon meilleur costume et j'y suis allé. J'ai vu Camille entrer en blanc, une robe trop ajustée pour une seconde union. J'ai vu ses enfants, 2 adolescents blasés qui jouaient avec leur portable, et j'ai vu mon fils signer ce papier comme s'il signait la fin de notre histoire, parce que c'est exactement ce qu'il a fait. À partir de ce jour, Camille est officiellement entrée dans ma vie, et elle avait des plans dont je n'imaginais pas encore à quel point ils pouvaient être cruels. Les 6 premiers mois après le mariage ont été subtils. Si subtils que j'ai presque douté de mes propres instincts. Camille a emménagé dans la maison principale du domaine avec Thomas, celle que j'avais construite brique par brique, sueur par sueur. Elle a amené les 2 enfants, Antoine et Sophie, qui ont occupé les chambres d'amis comme s'ils en étaient propriétaires. La fille se plaignait d'Internet lent. Le garçon se plaignait de l'ennui de la campagne. Aucun des 2 ne me saluait correctement. Mais Camille était toute douceur devant moi. « Monsieur Moreau, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de rien. Maintenant, il y a des jeunes ici pour tout gérer. Monsieur Moreau, reposez-vous. Je range la cuisine. Monsieur Moreau, laissez-moi apporter ces documents à Thomas pour signature. Vous avez déjà trop travaillé aujourd'hui. » Chaque « Monsieur Moreau » sonnait comme un rappel. Vous êtes vieux, vous êtes dépassé, vous êtes sur le chemin. Et Thomas, mon fils était aveugle, complètement ensorcelé. La première année, Camille a commencé avec des suggestions décontractées pendant les dîners. « Chérie, ton père travaille tellement. Ne serait-il pas temps qu'il profite de la vie, voyage, se repose ?» Thomas me regardait avec ce regard de pitié qui me brisait le cœur. « Papa, Camille a raison, tu devrais prendre des vacances. Quand est-ce que tu as voyagé pour la dernière fois ?» Je tenais la fourchette fermement. Des vacances. Je n'avais pas pris de vacances depuis 25 ans, parce que je ne le voulais pas, parce que mon domaine était ma vie, mes chevaux étaient ma joie. Mais expliquer ça à quelqu'un qui n'a jamais rien construit de zéro, impossible. « Je vais bien, mon fils, je n'ai pas besoin de vacances. » Camille soupirait, donnant ce petit sourire compréhensif à Thomas, comme pour dire « Tu vois, il est têtu. » La deuxième année, les choses se sont intensifiées. Camille a commencé à organiser des réunions familiales. Elle, Thomas, ses 2 enfants et moi. Oui, des réunions dans ma propre maison pour discuter de l'avenir du domaine. Je me souviens de la première comme si c'était hier. Un dimanche après-midi après le déjeuner. Camille a apporté un dossier de documents, l'a posé sur la table du salon et a dit d'une voix mielleuse « Monsieur Moreau, nous devons parler de planification successorale. Vous n'allez pas vivre éternellement. Dieu vous en préserve. Mais nous devons penser à la continuité de l'entreprise. » Mon sang s'est glacé. Thomas a complété comme un perroquet entraîné. « C'est vrai, papa, on doit s'organiser. Tu as 66 ans. C'est naturel d'y penser. » Naturel. J'avais 66 ans et je me levais à 5 heures du matin pour monter à cheval. Je concluais des contrats de 60 000 € tout seul. Mon esprit était plus affûté que celui de n'importe quel jeune de 30 ans. Mais Camille a continué, maintenant avec de fausses larmes, brillant dans ses yeux. « On s'inquiète tellement pour vous, porter ce poids seul doit être épuisant. » Elle savait exactement où appuyer. J'ai commencé à remarquer de petits changements. Des documents que je laissais dans le bureau disparaissaient. Des contrats que je devais signer s'évanouissaient.
Thomas a commencé à prendre des décisions sans me consulter. Il a vendu 3 juments reproductrices sans me prévenir. Quand je l'ai questionné, il a répondu « Papa, tu dormais? Je ne voulais pas te réveiller. Tu dois te reposer davantage. » Te reposer, ce mot maudit. Et puis, un mardi après-midi, j'ai trouvé. Je cherchais un contrat d'achat de fourrage dans le bureau quand j'ai vu des papiers sur l'imprimante. Des papiers que personne n'avait rangés. Je les ai pris sans trop réfléchir, et mon monde s'est effondré. C'était une procuration publique, large, irrévocable, me destituant du contrôle financier du domaine, transférant tous les pouvoirs administratifs à Thomas et Camille. Mes genoux ont faibli. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir du bureau, le même fauteuil où Elisabeth s'asseyait, où je m'asseyais depuis 30 ans, et j'ai lu ça 3 fois. Le mandant Jean-Pierre Moreau, en pleine possession de ses facultés mentales, mais considérant son âge avancé et son besoin de repos, âge avancé, besoin de repos, comme si j'étais un vieux sénile qui ne savait même pas signer son propre nom. La page suivante était encore pire. Un plan pour la transition progressive de l'administration, où je serais gentiment écarté des décisions opérationnelles et deviendrais simplement un consultant honoraire. Consultant honoraire dans le domaine que j'avais construit. J'ai gardé les papiers, je n'ai rien dit. Pas encore, parce que je devais comprendre jusqu'où allait cette trahison. Et j'ai découvert. 2 semaines plus tard, pendant un déjeuner, Camille a lâché la bombe devant ses enfants, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Monsieur Moreau, Thomas et moi, pensions. Vous n'aimeriez pas avoir votre petit coin à vous? Un appartement en ville, plus pratique, près de tout, sans les responsabilités d'ici. Antoine, le beau-fils, a complété avec ce petit sourire cynique de quelqu'un qui avait déjà été préparé. Ouais, grand-père. Là-bas, vous pourriez recevoir vos amis, faire du bricolage, ces trucs de papy. Bricolage, trucs de papy. J'ai regardé Thomas, mon fils, le garçon que j'avais élevé, qui se réveillait en pleurant à 10 ans, appelant sa mère morte, et que je berçais, promettant que je ne l'abandonnerais jamais. J'ai attendu qu'il dise quelque chose, qu'il me défende, qu'il se souvienne de qui j'étais. Mais il a juste baissé les yeux et murmuré « Papa, on veut juste le meilleur pour toi. Tu es confus. C'est normal à ton âge. » Confus ? Ce mot a résonné dans la salle comme un coup de feu. Je n'étais pas confus. J'étais systématiquement, cruellement poussé hors de ma propre vie. Et le pire, mon fils le permettait. Je me suis levé de table sans dire un mot. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et pour la première fois en 3 décennies, depuis la mort d'Elisabeth, je me suis senti complètement seul. Il me volait, pas avec violence, avec des mots gentils, de faux sourires et cette arme terrible appelée préoccupation. Et je ne savais pas encore le pire. Le pire allait venir. 1 mois s'est écoulé depuis ce déjeuner. 1 mois où j'ai fait semblant. J'ai fait semblant d'accepter mon nouveau rôle. J'ai fait semblant d'être le petit vieux malléable qu'il voulait que je sois. Je souriais, hochais la tête, acquiesçais. Mais à l'intérieur, j'enquêtais. J'ai commencé à faire attention à tout, aux conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce, aux papiers que Camille cachait trop vite, aux regards qu'elle et Thomas échangeaient quand je posais des questions sur les finances du domaine. Et puis est venue cette nuit. C'était un jeudi, 2 heures du matin. Je m'étais réveillé avec soif, la bouche sèche, cette mauvaise sensation qui vient avec les nuits mal dormies. Je suis descendu à la cuisine en pyjama et chaussons, marchant doucement pour ne réveiller personne. La maison était silencieuse, mais quand je suis passé dans le couloir qui mène au bureau, j'ai entendu des voix étouffées, tendues. Elles venaient de la chambre d'amis au fond. Camille et Thomas étaient là, en discussion. Mon cœur s'est accéléré. Je suis resté paralysé dans le couloir sombre, pieds nus sur le carrelage froid, écoutant. « Thomas, tu es trop faible. On aurait déjà dû obtenir la procuration définitive. » La voix de Camille était pleine de colère. Rien de la fausse douceur qu'elle utilisait devant moi. « Camille, mon père n'est pas idiot. Si je force trop, il va se méfier. » Et alors, il est déjà vieux, confus. Qui va le croire? Chaque mot était un coup de poignard. « Regarde,
Le plan fonctionne, lentement, mais il fonctionne. Dans quelques mois, il signera tout ce qu'on veut. » Camille a ri, un rire court, amer. « Quelques mois, Thomas. Je n'ai pas quelques mois. Mes dettes sont à la limite, 42 000 € de carte de crédit que tu ne sais même pas que j'ai. J'ai besoin de ce domaine vendu maintenant. » Mon estomac s'est retourné. Tu m'avais promis que tu n'avais plus de dettes. Et tu m'avais promis que ton père serait facile à manipuler. Mais le vieux têtu s'accroche encore à ce domaine comme s'il était le maître de la vie. Silence lourd. Puis Thomas a parlé et ce qui est sorti de sa bouche m'a détruit. Dès qu'on aura la procuration définitive, on vend tout et on part à Orlando comme prévu. Mon père peut rester dans le petit appartement de 55 lettres que j'ai acheté en ville. Il finira par accepter. Il n'aura pas le choix. 55 mètres. Il avait même déjà choisi mon exil. Mes jambes ont tremblé. Je me suis accroché au mur pour ne pas tomber. Camille a continué, maintenant avec une voix calculatrice. On a déjà transféré 82 000 € sur le compte de la société aux États-Unis, mais on a besoin de beaucoup plus. Ce domaine vaut au minimum 750 000 €. Avec la vente des chevaux, on arrive facilement à 1 million. 1 million d'euros. Ils avaient déjà calculé le prix de ma vie. Et mes enfants, Camille, Antoine et Sophie vont aussi avoir leur part. Elle a ri. Un rire qui m'a glacé l'âme. Bien sûr, chérie. J'ai déjà promis 60 000 à chacun. Ils vont ouvrir les commerces qu'ils ont toujours voulu. C'est juste, non? Après tout, ils vont être tes beaux enfants officiels, partie de la famille. Partie de la famille. Pendant que moi, le père qui avait élevé Thomas seul, je serais jeté dans un appartement de 55 mètres. Je suis resté là, pétrifié dans le noir, écoutant le plan complet se dérouler. Camille avait convaincu Thomas d'ouvrir une LLC en Floride, une société à responsabilité limitée américaine. Ils avaient déjà versé 82 000 € là-bas. De l'argent auquel Thomas avait accès en tant qu'administrateur temporaire du domaine. Administrateur temporaire, ce poste que je lui avais donné en faisant confiance que mon fils ne me volerait jamais. Mais il y avait pire. Thomas, cet acheteur de Lyon fait pression. Il veut conclure la vente du domaine avant la fin du mois. 725 000 € comptant. Mon cœur s'est arrêté. Mais le domaine n'est pas encore à son nom. Comment on va vendre? La réponse de Camille a été un murmure venimeux. C'est déjà réglé, chérie. Tu as signé sa procuration la semaine dernière. Tu te souviens? J'ai juste ajusté quelques détails. On a falsifié la signature sur 2 documents de transfert. Le notaire est ami du cousin de mon cousin. Il ne posera pas de questions. Falsifier ma signature. Faux en écriture. Crime fédéral. Et mon fils avait accepté ça. Camille, c'est risqué. Ce qui est risqué, c'est de rester dans cette misère à être l'employé de ton propre père. Tu as 35 ans, Thomas. Il est temps que tu aies ta propre vie, employé. Elle a appelé mon fils employé dans le domaine qu'il avait aidé à construire avec moi. Et s'il découvre? Camille a ri, ce rire que je n'oublierai jamais. Qui va croire un vieux de 68 ans contre des documents signés et tamponnés? On doit juste tenir encore 3 semaines. 3 semaines et on sera à Orlando, recommençant à zéro, avec 1 million d'euros en banque, sans ce vieux qui contrôle chacun de tes pas. Vieux. C'est le mot qu'elle a utilisé pour l'homme qui a ouvert sa maison, sa table, son cœur pour l'accueillir. J'ai reculé lentement, pas à pas, jusqu'à retourner dans ma chambre. J'ai fermé la porte avec précaution, me suis assis au bord du lit et je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré parce que les larmes ne résoudraient rien. Les larmes ne récupéreraient pas 82 000 €. Les larmes n'empêcheraient pas la vente frauduleuse de mon domaine. J'ai regardé la photo d'Elisabeth sur la table de nuit. Ma femme morte il y a 30 ans, qui m'avait laissé avec un fils de 10 ans et une promesse. Prends soin de notre garçon, Jean-Pierre. Fais de lui un homme de bien. J'avais essayé. Mon Dieu, comme j'avais essayé. Mais quelque part, entre les années et les manipulations de cette femme, j'avais perdu mon fils. Ou peut-être qu'il n'avait jamais été celui que je pensais qu'il était. Mais une chose je savais, je n'allais pas laisser passer ça.
Parce que si une chose que 30 ans de lutte m'avait apprise, c'était celle-ci. Jean-Pierre Moreau n'était pas homme à se rendre. Et cette vipère qui dormait dans la chambre du fond, elle venait de signer sa propre condamnation. Si vous aimez cette histoire de courage et de résistance, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Conseils de Papy. L'histoire continue et la justice va frapper à la porte. J'ai décidé de ne pas les confronter. Pas encore. Parce que quand vous connaissez le coup avant qu'il n'arrive, vous avez le pouvoir, vous avez le choix, vous pouvez planifier. Mais je devais agir vite. Le lendemain matin, j'ai appelé mon ancien avocat, maître Henri Dubois, un homme de 62 ans qui me connaissait depuis 20 ans. J'ai tout expliqué, chaque détail de la conversation que j'avais entendue. Il est resté silencieux pendant 10 longues secondes. « Jean-Pierre, c'est très grave. Faux en écriture, détournement de fonds, escroquerie. Votre fils peut aller en prison. »« Je sais, mais j'ai besoin de preuves concrètes avant d'agir. Vous voulez enquêter ? » ?»« Je veux, mais discrètement. Personne ne peut savoir, surtout Thomas. » Henri a soupiré. « Considérez que c'est fait. » J'ai raccroché et regardé par la fenêtre de la cuisine. Camille était sur la terrasse, se vernissant les ongles en rouge, riant au téléphone avec quelqu'un, probablement racontant à une amie comment elle était sur le point de devenir millionnaire. À ce moment-là, je me suis promis, cette femme allait payer. Et Thomas aussi. Mais avant que je puisse monter ma stratégie complète, est venu mon anniversaire, 68 ans. Camille a insisté pour faire une petite fête pour moi. Juste la famille et quelques amis proches à elle. Des gens que je n'avais jamais vus de ma vie. J'ai essayé de refuser, mais Thomas a supplié. « Papa, Camille veut faire quelque chose de spécial pour toi. Elle t'aime tellement. Elle m'aime. Quelle blague cruelle. » J'ai accepté, parce qu'à ce stade, je collectais des munitions. Chaque mot, chaque faux geste, chaque humiliation, tout allait être utilisé contre eux. Le déjeuner était un dimanche, midi. Camille a décoré la table avec des arrangements de fleurs artificielles, des lys en plastique rose vif que je détestais. Elle a fait une lasagne réchauffée et acheté un gâteau industriel de la boulangerie avec ce glaçage trop sucré. 10 personnes sont arrivées. Des amis de Camille, un couple d'entrepreneurs de Lyon, 2 de ses amis qui n'arrêtaient pas de prendre des selfies, son cousin, celui du notaire corrompu. Des gens superficiels, bruyants, qui ne savaient même pas mon nom correctement. Je me suis assis au bout de la table, dans ma propre maison, comme un invité. Et puis ça a commencé. Pendant le déjeuner, Camille a levé son verre de vin bon marché et a fait un toast fort pour que tous entendent. Je veux porter un toast à Monsieur Moreau, qui fête aujourd'hui ses 68 ans. Un homme, comment dire, de beaucoup de fibres, n'est-ce pas? Il a construit ce domaine tout seul, après être devenu veuf. Les gens ont applaudi poliment. Elle a continué. Mais maintenant, avec ce ton de pitié qui me donnait envie de crier, mais toute femme forte doit savoir quand s'arrêter, n'est-ce pas, les gens? Monsieur Moreau a déjà tant fait, déjà tant prouvé. Maintenant, c'est le moment de se reposer et de laisser nous, la nouvelle génération, tout gérer. Ses amis ont hoché la tête en accord, faisant ces têtes de pauvres petits. L'une d'elles, une blonde oxygénée d'une 40aine d'années, a ajouté « Ah oui, ma mère était comme ça, têtue. Elle ne voulait pas lâcher l'entreprise, jusqu'à ce qu'un jour on ait dû l'interner pour son bien, vous savez. » Interner. Le mot est resté suspendu dans l'air comme du poison. Camille a souri. Ce sourire. Eh bien, on espère ne pas en arriver là avec Monsieur Moreau, mais parfois la vieillesse apporte des confusions, n'est-ce pas? C'est naturel. J'ai regardé Thomas, attendant, suppliant qu'il dise quelque chose, qu'il défende son père, qu'il rappelle à ces gens qui j'étais, mais il a juste pris une gorgée de vin, regardant son assiette. Lâche. La pire partie est venue au moment du gâteau. Camille a apporté cette chose écœurante de la cuisine, chantant joyeux anniversaire toute seule. Personne n'a accompagné. Elle l'a posé devant moi et a dit, fort pour toute la table, « Allez, monsieur Moreau, soufflez tant que vous avez encore du souffle. » Des rires de toute la table, comme si j'étais une blague, une relique, un vieux inutile toléré dans sa propre maison.
J'ai soufflé les bougies, je n'ai pas fait de vœux, pourquoi faire? À ce moment-là, je n'avais plus d'espoir en rien. Quand le déjeuner s'est terminé, j'ai essayé de parler du domaine, d'un contrat important que je devais conclure, des chevaux qui avaient besoin de soins vétérinaires. Camille m'a interrompu, tapant des mains comme si elle parlait à un enfant têtu. « Monsieur Moreau, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ces choses maintenant. C'est votre anniversaire. Et en plus, Thomas s'occupe déjà de tout. Il est administrateur maintenant, vous vous souvenez. Et elle s'est tournée vers ses amis, comme si je n'étais pas là. Vous ne savez pas le travail que ça représente. Le petit vieux pense encore qu'il commande tout. Il n'accepte pas que le temps a passé. Petit vieux, tout le monde à la table a ri, sauf moi. Je me suis levé. J'ai murmuré une excuse quelconque sur la fatigue. Je suis monté dans ma chambre. Personne n'est venu me voir. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne ne s'en est soucié. Je me suis assis au bord du lit et j'ai regardé par la fenêtre. Je voyais les écuries au loin, les chevaux paissant dans le champ, cette terre que j'avais transformée de cendres en or. Et pour la première fois en 30 ans depuis qu'Élisabeth était morte, j'ai pensé à abandonner. J'ai pensé pourquoi? Pourquoi ai-je tant lutté? Pour être jeté comme des ordures? Pour être appelé vieux, confus, têtu, poids mort? Les larmes sont venues, chaudes, rageuses. J'ai pleuré seul dans ma chambre le jour de mon anniversaire, pendant qu'en bas les gens riaient et mangeaient mon gâteau sans moi. Je me suis senti invisible, jetable, petit. Mais savez-vous ce qui se passe quand vous touchez le fond? Vous avez deux choix, couler ou vous propulser vers le haut avec toute votre force. Et je n'étais pas homme à couler. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. J'ai mis mes vêtements d'équitation, enfilé mes bottes usées et je suis allé à l'écurie. Parce qu'il y avait quelqu'un là-bas qui me voyait encore pour ce que j'étais vraiment. Quelqu'un qui allait me rappeler qui j'avais toujours été. Le ciel avait encore cette teinte grise qui vient avant l'aube, quand je suis arrivé à l'écurie principale. 5h30 du matin. L'air froid de juin coupait ma peau, mais je devais être là. Je devais respirer l'odeur du foin et du cuir. Je devais sentir que j'étais encore maître de quelque chose. Les chevaux ont henni doucement quand ils m'ont vu. Ils me connaissaient, me reconnaissaient. J'ai marché lentement entre les boxes jusqu'à m'arrêter au dernier, le plus spacieux, avec une plaque en bronze gravée « Tempête d'argent ». Ma jument reproductrice, 15 ans, championne nationale d'allure en 2018. Mère de 8 poules imprimées. Robe grise qui brillait comme du métal liquide sous la lumière. Elle valait à elle seule 55 000 €. Mais pour moi, elle n'avait pas de prix. J'ai ouvert la porte du box, espérant qu'elle vienne vers moi comme elle le faisait toujours, mettant son museau chaud dans ma main, demandant des caresses. Mais elle n'est pas venue. Elle était adossée dans le coin du fond, immobile. Tempête? Je suis entré doucement, et c'est là que j'ai vu. La jument avait une blessure ouverte sur le garrot, cette région entre le cou et le dos. Du sang séché collé au pelage. L'eau de l'abreuvoir était sale, verdâtre. Le foin, moisi, puant. Mon cœur s'est emballé. Je me suis approché d'elle. J'ai passé ma main doucement sur son cou. Elle a frémi, a tourné la tête et m'a regardé avec ses yeux sombres, profonds. Et je jure que j'y ai vu de la douleur et de la détresse. Qui t'a fait ça? J'ai examiné la blessure. Elle était récente. Un jour, peut-être 2, marque de fouet ou de bâton, quelqu'un l'avait frappée. La rage est montée dans ma gorge comme de la lave. Je suis sorti du box et je suis allé directement au bureau de l'écurie. Il était tôt, mais le nouveau palefrenier que Camille avait embauché, un certain Olivier, un homme d'environ 40 ans, maigre, l'air pas commode, était déjà là à prendre son café et jouer avec son portable. J'ai frappé à la porte. Il a levé les yeux, blasé. « Qui s'occupe de Tempête d'argent ?» Il a haussé les épaules. « Moi? Ben. » « Alors explique-moi la blessure qu'elle a. » Olivier s'est levé, irrité, comme si je dérangeais sa journée. Cette jument est rebelle. Elle ne voulait pas entrer dans le box hier pour le nettoyage. J'ai dû lui donner quelques tapes. Quelques tapes à ma championne nationale, à ma Tempête. Ma voix est sortie glaciale. « Prends tes affaires,
tu es viré. Il a ri à mon visage. Vous ne pouvez pas me virer. C'est Madame Camille qui m'a embauché. C'est elle qui commande maintenant. C'est elle qui commande maintenant. Ces 5 mots ont été comme un coup de poing dans l'estomac. Mais alors quelque chose en moi s'est brisé. Je ne sais pas si c'était l'humiliation de la veille. Je ne sais pas si c'était de voir ma jument blessée. Je ne sais pas si c'était d'entendre ce ver dire qu'une autre personne commandait dans mon domaine. Mais quelque chose s'est rompu. Et ce qui est sorti n'était pas l'homme fatigué, humilié, invisible. C'était Jean-Pierre Moreau, l'homme qui avait transformé la poussière en empire. J'ai fait 2 pas dans sa direction. Je l'ai regardé dans les yeux avec une intensité qui a fait disparaître le sourire de son visage. Je n'ai pas demandé qui t'a embauché. J'ai dit « tu es viré ». Prends tes affaires et sors de ma propriété avant que j'appelle la police pour maltraitance animale. Il a essayé d'argumenter, mais je ne l'ai pas laissé. J'ai pris le téléphone, composé le numéro du gardien du domaine, Monsieur Valentin, homme de confiance qui travaillait avec moi depuis 18 ans, et j'ai ordonné « Valentin, Olivier part maintenant. Accompagne-le jusqu'au portail. Et à partir de maintenant, personne n'est embauché ou licencié sans mon autorisation. Personne. » Olivier est parti en soufflant, jurant tout bas. Je m'en fichais. Je suis retourné à l'écurie, vers Tempête. J'ai passé les 2 heures suivantes à m'occuper d'elle personnellement. J'ai nettoyé la blessure avec du sérum physiologique et de la pommade antibiotique. J'ai changé l'eau, mis du foin frais. J'ai brossé chaque centimètre de sa robe, parlant doucement, m'excusant d'avoir laissé ça arriver. Et pendant que je faisais ça, pendant que je sentais la chaleur du corps de la jument, l'odeur forte de l'écurie, le soleil se levant par la fenêtre, quelque chose en moi s'est rallumé. Tempête a posé son museau sur mon épaule, ce geste simple qu'elle faisait toujours. Sa façon de dire « tout va bien, je suis là ». C'est là que j'ai compris. Cette jument avait 15 ans. Elle avait été championne. Elle avait donné des poulains de valeur. Elle avait construit un héritage, et pourtant elle s'était battue quand elle avait été maltraitée. Elle ne s'était pas rendue, n'avait pas accepté passivement. Si elle pouvait se battre, moi aussi je le pouvais. J'ai appuyé mon front contre le sien, fermé les yeux et fait une promesse. Personne ne te fera plus de mal, et personne ne me fera plus de mal. Je suis sorti de l'écurie à 8 heures du matin avec l'esprit aiguisé, clair, déterminé. Je suis allé directement en ville. J'ai conduit les 58 kilomètres jusqu'à Lyon sans m'arrêter. Je suis entré dans le bureau de maître Henri Dubois sans rendez-vous. Il était en réunion, mais quand la secrétaire a dit que c'était urgent, il m'a reçu immédiatement. « Jean-Pierre, vous allez bien ?» Je me suis assis dans le fauteuil en face de son bureau. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit d'une voix ferme « Je veux que vous enquêtiez sur mon fils et ma belle-fille. Je veux tous les mouvements financiers des 2 dernières années. Je veux savoir où va chaque centime. Je veux retracer cette société aux États-Unis. Je veux des preuves de tout. Et je veux un détective privé qui surveille les conversations, les documents, tout. » Henri m'a regardé surpris. Il connaissait le Jean-Pierre fatigué en larmes de la semaine précédente. Mais l'homme devant lui maintenant était différent. « Ça va coûter cher. »« Peu importe, j'utilise mon argent personnel, pas 1 euro du domaine. » Il a pris son bloc-notes. « Vous êtes sûr? Parce que si on trouve ce que vous pensez qu'on va trouver, votre fils peut aller en prison. » J'ai respiré profondément. « Alors qu'il y aille, parce que je n'ai pas élevé un voleur, et s'il a choisi d'en être un, il paiera les conséquences. » Henri a hoché la tête, a commencé à noter. Je suis sorti de ce bureau 3 heures plus tard, avec un plan. Un détective engagé, un expert comptable judiciaire en route, et une détermination de fer dans la poitrine. Je suis retourné au domaine, conduisant lentement, regardant le paysage, les champs dorés, le ciel bleu infini, les clôtures que j'avais moi-même aidé à ériger. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. Je n'avais pas construit tout cela pour abandonner maintenant. Camille avait commis une erreur fatale. Elle avait sous-estimé le mauvais homme. Et Thomas, mon fils, allait apprendre de la manière la plus dure ce que signifiait trahir Jean-Pierre Moreau. La guerre avait commencé. Mais cette fois, j'avais les armes.
Cette histoire vous touche? Vous connaissez quelqu'un qui a vécu une situation similaire? Laissez un like, abonnez-vous à Les Conseils de Papy et surtout, commentez de quel pays vous nous regardez. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires de courage. Les 4 mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de la douleur, j'étais habitué à la douleur, mais à cause de la performance. Parce que je devais faire semblant de ne rien savoir, faire semblant d'être le vieux confus qu'il voulait que je sois, sourire à Camille, être d'accord avec Thomas, accepter chaque humiliation la tête basse, pendant qu'à l'intérieur, je rassemblais chaque miette de preuve. Maître Henri a travaillé vite. En 2 semaines, le détective privé qu'il avait engagé, un ancien policier fédéral nommé Pascal Mercier, avait déjà commencé à décortiquer la vie de Camille et Thomas. Les réunions se passaient toujours en ville, dans un café discret près du palais de justice. J'inventais des excuses. Je vais chez le médecin, je vais régler des choses à la banque, je vais rendre visite à un ami. Camille ne questionnait même pas. Elle pensait que j'acceptais enfin ma place. La première bombe est tombée un mardi d'août. Pascal a posé un dossier sur la table du café. À l'intérieur, des relevés bancaires. Monsieur Moreau, votre belle-fille a 42 000 € de dette de carte de crédit. 6 cartes différentes, toutes au maximum. Mon estomac s'est retourné. 42 000 €. Achat de luxe, vêtements de marque, bijoux, restaurants chers. Elle maintenait un niveau de vie qu'elle ne pouvait pas payer et cachait tout à votre fils. J'ai pris les relevés, lus ligne par ligne, des magasins dont je n'avais jamais entendu parler, des montants absurdes, 1 500 € dans un dîner, 3 500 € dans un sac, 6 200 € dans une clinique esthétique. Pendant que j'utilisais les mêmes bottes depuis 8 ans. Il y a plus, Pascal a continué à passer d'autres documents. Elle a promis aux enfants de son premier mariage, Antoine et Sophie, qu'ils recevraient un héritage de leur beau grand-père pour ouvrir des commerces. Il a montré des messages WhatsApp qu'il avait réussi à intercepter. Mon sang s'est glacé en les lisant. Camille à Antoine. Calme-toi, mon fils. Dans 3 mois, quand le vieux signera tout, tu auras ton argent pour le magasin de jeux vidéo. 60 000 €, comme promis. Camille à Sophie. Ma fille, ton salon de beauté va se faire. Le domaine va être vendu et tu auras tes 60 000 € aussi. Il faut juste être patient avec ce beau-père têtu. Il comptait mon argent, divisait ma vie avant même que je ne meure. Mais le pire restait à venir. Pascal a ouvert l'ordinateur portable, montré les mouvements bancaires du compte de Thomas en tant qu'administrateur du domaine. Dans les 18 derniers mois, votre fils a transféré 82 000 € sur un compte de la LLC qu'ils ont ouverte en Floride, Sunshine Farms LLC. 82 000 €, de l'argent de la vente de bétail, de chevaux, de contrats que j'avais conclus, détournés vers les États-Unis. Et il y a plus, ils ont déjà vendu 30 veaux par anticipation. Ils ont reçu 51 000 € d'un abattoir d'Annecy et l'argent a disparu. Il n'est pas entré dans la comptabilité du domaine. 51 000 € simplement évaporés. J'ai fait les calculs mentalement. Ils m'avaient déjà volé plus de 133 000 €. Et le domaine ? Ai-je demandé, la voix tremblante. Ils ont vraiment essayé de le vendre ? Pascal a hoché la tête, sérieux. Oui. J'ai trouvé un contrat préliminaire de vente. L'acheteur est monsieur Gilbert Fontaine, entrepreneur dans l'agrobusiness de Lyon. Valeur, 725 000 €. 725 000 € pour une propriété qui valait facilement 1 million. Le pire, c'est qu'ils ont utilisé une falsification de votre signature sur 2 documents de transfert. J'ai déjà demandé à un expert graphologue d'analyser. C'est une falsification grossière, mais elle a été authentifiée par un notaire corrompu, cousin de votre belle-fille. Crime fédéral. Mon fils avait commis un crime. J'ai respiré profondément. Mes mains tremblaient. Pascal l'a remarqué et a posé sa main sur la mienne. Monsieur Moreau, je sais que c'est difficile, mais vous devez décider. Vous voulez continuer parce que si on continue, votre fils va répondre criminellement.
J'ai regardé par la fenêtre du café. J'ai vu des gens passer dans la rue, des gens normaux, vivant des vies normales. Et j'ai pensé, j'aurais pu avoir ça, une vieillesse tranquille, un fils reconnaissant, du respect. Mais non, je devais être là à découvrir que mon propre sang me trahissait. Je veux toutes les preuves, ai-je répondu fermement. Enregistrements, documents, témoins, tout. Pascal a souri. Pas un sourire joyeux, un sourire de respect. On est déjà dessus. J'ai installé des écoutes dans le bureau du domaine avec autorisation judiciaire. Tout est légal. Ces 3 dernières semaines, on a enregistré 12 heures de conversation entre Camille et Thomas. Planification détaillée de comment ils vont diviser l'argent, comment ils vont vous convaincre de signer une procuration irrévocable, comment ils vont vous installer dans un petit appartement pendant qu'ils vivent aux États-Unis. M'installer. Comme si j'étais un vieux meuble qui ne sert plus. Dans les semaines suivantes, Pascal a apporté plus, beaucoup plus. Des conversations enregistrées de Camille, appelant Thomas faible et manipulable à ses amis. Le compte bancaire secret où elle déposait de l'argent des petites ventes du domaine que Thomas autorisait. Des messages à son ex-mari demandant de l'argent emprunté parce que le nouveau pigeon n'a pas encore libéré tout l'argent de son beau-père. Pigeon? Elle a appelé mon fils Pigeon. Et le plus choquant, j'ai découvert que Camille avait tout planifié depuis avant le mariage. Elle avait enquêté sur Thomas, découvert le domaine, mon patrimoine. Elle s'était approchée de lui intentionnellement. Un coup calculé, mon fils n'avait pas été séduit, il avait été chassé, mais ça ne l'exemptait pas. Parce qu'à un moment donné, il avait choisi l'argent, choisi l'épouse manipulatrice, choisi de me trahir. Fin novembre, 4 mois après le début de l'enquête, Pascal a mis une clé USB dans ma main. Tout est là, monsieur Moreau. Des preuves suffisantes pour les faire arrêter tous les deux. Escroquerie, faux en écriture, détournement de fonds. Votre avocat peut déposer une plainte pénale. J'ai rangé la clé USB dans mon sac. Ce petit objet en plastique contenait la destruction de la vie de Camille et de Thomas, mon fils. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur la terrasse. J'ai regardé les étoiles. J'ai pensé à Elisabeth, à ce qu'elle ferait, ce qu'elle dirait. Et j'ai décidé. Je n'allais pas seulement les exposer, j'allais faire en sorte que chaque humiliation qu'ils m'avaient causée leur soit retournée avec intérêt. Parce qu'il y a une différence entre la vengeance et la justice. Et ce que j'allais faire, c'était de la justice pure. Décembre est arrivé avec une chaleur étouffante, le type de chaleur qui fait fondre l'asphalte, qui fait trembler l'air, qui assèche la gorge rien qu'en respirant. J'étais à Lyon, dans la salle de réunion de l'hôtel Marriott, concluant la vente de 12 poulains à 3 acheteurs belges. 95 000 €. Un des plus gros contrats de l'année. Le stylo Montblanc était dans ma main, prêt à signer. Il était 16 heures quand mon portable a vibré sur la table. Thomas, mon fils. Mon cœur s'est serré, pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais, après 4 mois d'enquête, je savais que quelque chose arrivait. Maître Henri m'avait prévenu le matin. Jean-Pierre, ils ont accéléré. L'acheteur du domaine fait pression. Ça peut arriver à tout moment. J'ai demandé la permission aux Belges et j'ai répondu « Allô ?» La voix de Thomas a sonné différemment. Elle n'avait pas ce ton de fils. Elle avait de la froideur, de la distance, comme s'il lisait un discours répété que Camille avait écrit pour lui. « Papa, on part aux États-Unis demain. » Mon estomac s'est retourné. Demain. Ils étaient si sûrs qu'ils avaient déjà acheté les billets. « Comment ça, Thomas? Demain? Mais on n'a pas parlé de... » Il m'a coupé, n'a même pas laissé finir. « Ton domaine et tes chevaux ont déjà été vendus. Adieu. » Ce mot. Adieu. Pas à bientôt. Pas on se parle. Adieu. Comme s'il me jetait, m'effaçait de sa vie. Les Belges à la table sont devenus flous. Ma vision s'est brouillée. J'ai dû m'accrocher au bord de la chaise pour ne pas vaciller. Et puis est venue cette voix que j'avais appris à haïr plus que tout au monde. Camille a crié en arrière-plan, loin du téléphone, mais j'ai entendu chaque mot venimeux. « De quoi tu parles? Enfin libéré de ce vieux têtu ?» Et elle a ri.
Ce rire aigu plein de fausses victoires, comme si elle avait gagné une guerre, comme si j'étais juste un obstacle qui avait finalement été enlevé du chemin. À cet instant, tout est venu d'un coup. Les 30 aubes suantes dans l'étable après la mort d'Élisabeth. Les mains saignant d'ériger des clôtures. Les genoux blessés de planter chaque arbre de ce domaine. Les nuits où j'ai sauté le dîner pour économiser et payer les études de Thomas. La fierté que j'ai ressentie quand il a obtenu son diplôme, quand il est revenu pour m'aider. Tout jeté aux ordures à cause d'une femme avide et d'un fils faible. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Au lieu de m'effondrer, au lieu de pleurer, quelque chose en moi a souri. Parce que pendant 4 mois, pendant qu'il planifiait de me détruire, j'étais un pas en avance. J'avais des preuves, des enregistrements, des documents, des témoins. Je connaissais chaque centime volé, chaque mensonge dit, chaque signature falsifiée. Et il n'en avait aucune idée. J'ai respiré profondément. Séché la larme qui menaçait de tomber. Regardé les 3 Belges qui m'observaient inquiets. Fait un signe que tout allait bien. Et j'ai répondu à mon fils avec la voix la plus calme que je pouvais, presque douce, presque paternelle. Je comprends, Thomas, mais tu as oublié quelque chose. Silence de l'autre côté de la ligne. Je pouvais sentir la confusion, la nervosité, la sensation que quelque chose n'allait pas. Camille a crié de nouveau, maintenant, avec un fil de désespoir dans la voix. « De quoi tu parles ?» Et j'ai souri. Un sourire authentique, parce que ça allait être si délicieux de démonter leur farce. « Vous avez vendu le domaine, c'est ça ?» Thomas a bégayé. « Oui, 725 000 €. L'acheteur a déjà payé 181 000 d'acompte. Tout est arrangé. 181 000 € d'acompte, de l'argent qu'ils avaient déjà empoché, de l'argent qu'ils allaient devoir rendre. Et les chevaux aussi, vous les avez vendus. Tous sauf Tempête, parce qu'elle est vieille. Personne n'en a voulu. Vieille. Comme moi. Et les papiers, tout est en ordre? Silence. Un silence lourd. C'est ça, papa. Tout signé et tamponné. Menteur. Je savais que c'était un mensonge. Je savais qu'ils avaient falsifié ma signature. Je savais que le notaire était corrompu. Je savais tout. Je comprends. Pause longue. Il s'attendait à ce que je pète un plomb, que je pleure, que je supplie. Mais j'ai juste dit calmement, « Thomas, j'ai un problème avec ce que tu viens de me dire. » J'ai entendu Camille murmurer quelque chose en arrière-plan. J'ai entendu la panique commencer à fissurer sa voix. « Quel problème, papa ?» J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel. Le soleil de décembre brûlait le ciel de Lyon. Des gens marchaient dans la rue, indifférents au drame qui se passait dans cet appel. « Le domaine que tu as vendu, il n'est pas à mon nom, mon fils. » Silence absolu. « Comment ça? Il ne l'a jamais été. Et si tu m'avais demandé avant de falsifier ma signature, je te l'aurais dit. » J'ai entendu quelque chose tomber de l'autre côté. Peut-être un verre, peut-être leur espoir. Camille a crié, maintenant, avec une voix étranglée. C'est un mensonge. Il bluffe. Mais Thomas savait, par ma voix, par mon calme, il savait que je ne bluffais pas. « Papa, de quoi tu parles ?» J'ai respiré profondément, savouré ce moment, parce qu'après 4 mois d'humiliation, de simulation, de douleur avalée, je pouvais enfin renverser le jeu. Il y a 40 ans, quand ta mère est morte, j'ai mis toute la propriété au nom d'une holding familiale, créée avec mon père, l'avocat Auguste Moreau, pour sécurité, par peur des invasions de terre qui se passaient à l'époque. Silence mortel. Tu n'as jamais eu le pouvoir légal de vendre quoi que ce soit, Thomas. Toutes ces procurations que tu as sont limitées, opérations quotidiennes, achat d'intrants, embauche d'employés, rien de plus. Camille a crié quelque chose que je n'ai pas compris. Ça ressemblait à un animal blessé. L'acte que vous avez utilisé pour vendre le domaine est faux. L'acheteur qui a payé 181 000 € d'acompte va vouloir son argent, avec une pénalité de 40% selon le contrat que j'ai demandé à mon avocat de réviser. J'ai fait une pause. Laissez ça s'imprégner. C'est-à-dire que vous allez devoir rendre 253 000 €, de l'argent que vous n'avez pas. Thomas a commencé à bégayer.
Sa voix est sortie brisée, désespérée. « Papa, je n'ai pas... Camille a dit que... J'ai pensé que... Tu as pensé que j'étais un vieil idiot ?» Silence. « Tu as pensé que tu pouvais me voler, m'humilier, me jeter dans un appartement de 55 m² pendant que vous viviez avec mon argent aux États-Unis ?» J'ai entendu Camille pleurer en arrière-plan. Pas des larmes de regret, des larmes de désespoir d'avoir perdu. « Thomas, je vais te donner un conseil de père. Trouve-toi un avocat, un bon. Parce que ce que tu as fait s'appelle escroquerie et faux en écriture. Et j'ai des preuves de tout. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mais pas de peur, de soulagement, de justice. Les Belges me regardaient bouche bée. J'ai souri vers eux, pris le stylo et signé le contrat. Désolé pour l'interruption, messieurs, affaire de famille. La guerre était finie, mais l'exécution de la sentence ne faisait que commencer. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous aimez les histoires de justice et abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour ne manquer aucune de nos histoires. Commentez de quel pays vous nous regardez. 3 jours après cet appel, j'ai envoyé un message à Thomas, court, direct, glacial. J'ai besoin que toi et Camille veniez au domaine demain, 10 h du matin. Sujet urgent sur le transfert de propriété. Apportez les documents de la vente. Il a répondu en 5 minutes. « Ok, papa, on y sera. » Bien sûr qu'ils allaient venir. Ils pensaient encore qu'ils avaient une chance de réparer le mensonge, de me convaincre que tout allait bien, de me manipuler une fois de plus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais pas seul. Le vendredi matin, à 9 h, j'ai commencé à recevoir les visites. Le premier à arriver a été maître Henri Dubois, mon avocat, avec 2 dossiers épais de documents sous le bras. Et il était sérieux, mais j'ai perçu une lueur de satisfaction dans ses yeux. La justice enfin rendue. Ensuite est arrivé le commissaire Maurice Leclerc, mon ami de 20 ans, ancien collègue d'Elisabeth au temps de l'université. Homme intègre, incorruptible. Il a amené 2 huissiers de justice. « Jean-Pierre, vous êtes sûr de ça ?» il a demandé, serrant ma main. « Absolument. » Et puis est arrivé Gilbert Fontaine, l'acheteur du domaine. Un homme d'une 50aine d'années, entrepreneur dans l'agrobusiness, l'air peu commode. Il était furieux. « Monsieur Moreau, j'ai payé 181 000 € d'acompte pour cette propriété. Si cette vente ne se concrétise pas, je vais poursuivre tout le monde. » Henri a levé la main, calme. « Monsieur Fontaine, vous avez été victime d'une fraude. Monsieur Moreau n'a autorisé aucune vente. La signature sur les documents est falsifiée. » Fontaine est devenu blanc. « Falsifié? On va le prouver aujourd'hui et vous aurez votre argent. Soyez tranquille. » À 10 h pile, j'ai entendu le son de la voiture de Thomas sur l'allée de gravier. Nous étions tous dans le salon principal. Moi, assis dans le fauteuil en cuir qu'Elisabeth adorait. Henri à ma droite. Maurice à ma gauche. Les 2 huissiers debout au fond. Fontaine assis dans un autre fauteuil, bras croisés. Thomas et Camille sont entrés par la terrasse. Ils étaient radieux, souriants. Thomas portait une chemise sociale claire, un jean, des chaussures neuves. Camille était en robe rose, maquillage parfait, ce petit sourire victorieux sur le visage. Elle portait un sac, probablement avec les billets pour Miami, les preuves de dépôt, les rêves de richesse. Mais quand ils ont ouvert la porte du salon et vu tous ces gens, le sourire est mort. Camille s'est arrêtée. Thomas aussi. Leurs yeux ont couru de personne en personne, essayant de comprendre. « Papa, qu'est-ce qui se passe ici ?» Thomas avait de la peur dans la voix. Il reconnaissait le commissaire, voyait les huissiers en uniforme. Camille a essayé de dissimuler, forçant un rire nerveux. « Monsieur Moreau, quelle réunion est-ce? Ce n'était pas juste pour signer les documents finaux ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste pointé les chaises vides devant la table basse. « Asseyez-vous. » Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Ils se sont assis. Camille a essayé de tenir la main de Thomas, mais il tremblait. Henri a ouvert le premier dossier, sorti une enveloppe épaisse, l'a posée sur la table. « Commençons par les bases, » dit-il avec une voix de procureur. « Thomas Moreau et Camille Costa Moreau, vous avez essayé de vendre une propriété qui ne vous appartient pas.
Vous avez utilisé une falsification de signature dans des documents publics. Vous avez détourné plus de 133 000 € de fonds du domaine vers des comptes personnels. Camille s'est levée, agressive. C'est un mensonge. On a une procuration. Thomas est administrateur. Henri n'a même pas cligné des yeux. Procuration limitée. Opération quotidienne. Jamais, à aucun moment, il n'y a eu d'autorisation pour vendre le patrimoine. Il a sorti un autre document, un certificat. Le domaine Sainte-Hélène appartient à la Holding Moreau et Fils Agriculture SAS, enregistré en 1985 sous contrôle sociétaire majoritaire de Jean-Pierre Moreau. Thomas possède 10% de participation, héritage de sa mère. Mais il n'a pas le pouvoir de décision sur la vente ou l'aliénation de biens. Thomas est devenu blanc comme du papier. « Mais papa, tu ne m'as jamais dit, tu n'as jamais demandé », ai-je répondu glacial. « Si tu m'avais approché avec respect en tant que fils, au lieu de me traiter comme un vieux sur le chemin, je t'aurais tout expliqué. » Henri a continué, implacable. « Vous avez reçu 181 000 € d'acompte de M. Gilbert Fontaine, ici présent. » Fontaine s'est penché, fusillant les deux du regard. « Et je veux mon argent, avec les 40% de pénalité prévues au contrat. Ça fait 253 000 €. Camille a commencé à pleurer. Pas de tristesse, de panique. On n'a pas cet argent, on a déjà dépensé, on a déjà acheté, on a déjà transféré, on a déjà volé, j'ai complété. 82 000 € détournés vers les États-Unis, 51 000 € de vente irrégulière de bétail, plus l'acompte de Fontaine. Au total, 314 000 €. Henri a sorti une autre enveloppe. Celle-ci était la plus lourde. Voici les enregistrements. 4 mois de conversation interceptées légalement avec autorisation judiciaire où vous planifiez en détail comment vous débarrasser de M. Moreau. Il a posé un petit magnétophone sur la table, appuyé sur play. La voix de Camille a rempli la salle. Dès qu'on aura la procuration définitive, on vend tout et on part à Orlando. Ton père peut rester dans le petit appartement en ville. Il finira par accepter. Il n'aura pas le choix. Thomas a commencé à pleurer doucement, les mains sur le visage. Maurice, le commissaire, s'est levé, sorti les menottes de sa ceinture. Camille Costa Moreau, Thomas Moreau, vous êtes en état d'arrestation préventive pour escroquerie, faux en écriture de documents publics et détournement de fonds. Camille a crié. Essayez de courir. Les huissiers l'ont maîtrisé. Tu détruis ta propre famille, espèce de monstre. Tu es un monstre. Je me suis levé lentement, les regardé dans les yeux, et j'ai dit, avec chaque syllabe chargée de 3 ans d'humiliation avalée, « Je n'ai pas détruit ma famille. Tu l'as détruite quand tu y es entré. » Les huissiers ont mis les menottes. Camille criait, se débattait. Thomas pleurait juste, tête baissée, vaincu. Avant qu'il ne sorte, mon fils m'a regardé. Et dans ce regard, j'ai vu. J'ai vu le garçon de 10 ans qui avait perdu sa mère. J'ai vu le jeune que j'avais élevé seul. J'ai vu l'homme qu'il aurait pu être. Et j'ai vu le criminel qu'il était devenu. Papa, pardonne-moi. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tourné le visage. Parce que le pardon, mon fils, se gagne avec le changement, et tu avais un long chemin devant toi. Le commissariat de Lyon était glacial cet après-midi-là. Climatisation vieille faisant du bruit, odeur de café réchauffé et de vieux papier. Je me suis assis sur une chaise en plastique dur pendant que maître Henri discutait avec le commissaire Maurice des prochaines étapes. Camille était dans une salle d'interrogatoire, criant sur l'avocat qu'elle avait trouvé au dernier moment. Thomas était dans une autre, silencieux, regardant ses propres mains menottées. 3 heures plus tard, la détention préventive est sortie pour tous les deux. Henri est venu vers moi avec les documents. « Jean-Pierre, le procureur de la République va proposer une mise en accusation la semaine prochaine. Les preuves sont solides. Ils vont répondre d'escroquerie qualifiée, faux en écriture de documents publics et détournement de fonds. Peine cumulée, Camille peut prendre jusqu'à 10 ans. Thomas, étant primo-délinquant et ayant coopéré en partie, peut-être 6 ans. 10 ans, 6 ans. Des chiffres qui semblaient irréels. Et s'ils font un accord,
Thomas a plus de chance. S'il avoue tout, rembourse ce qu'il peut, démontre un regret sincère, il pourrait purger en régime semi-ouvert. Camille, plus difficile. Elle était le cerveau. Elle avait des antécédents d'escroquerie dans une autre juridiction. On a découvert hier. Elle a fait un coup similaire au premier mari. Alors c'était ça. Camille était une escroc professionnelle. Et Thomas avait juste été une victime de plus. Un idiot, oui. Mais une victime, ça ne l'innocentait pas, mais ça expliquait. Dans les semaines suivantes, le procès a avancé vite. Maurice était efficace, le juge impartial, les preuves irréfutables. La première audience était en janvier. Camille est entrée dans la salle menottée, en uniforme orange de la prison provisoire, cheveux décoiffés, sans maquillage. Elle semblait 10 ans plus vieille. Elle m'a crié dessus. C'est ta faute, tu ne m'as jamais accepté, tu m'as traité comme de la merde depuis le premier jour. Le juge a frappé son marteau. Silence ou vous serez évacué. Elle a pleuré, ces larmes qu'elle utilisait si bien pour manipuler. Mais là, dans cette salle froide, elle ne marchait plus. Son avocat a essayé de plaider qu'elle avait été influencée émotionnellement, qu'elle souffrait de troubles. Mais les preuves étaient trop claires. Messages d'elle planifiant chaque étape, vidéos d'elle dépensant l'argent volé dans des restaurants chers. L'historique des escroqueries précédentes. La sentence de Camille est sortie en mars. 6 ans et 8 mois de réclusion en régime fermé, sans droit au régime ouvert. Perte de tous les biens acquis avec l'argent détourné. 2 voitures importées, bijoux, le dépôt de 6 000 € qu'elle avait fait pour un restaurant à Orlando. Elle a crié quand elle a entendu. Insulté le juge. M'a insulté. A été traîné dehors par les agents de sécurité. Thomas a été différent. À son audience, 2 semaines plus tard, il est entré tête baissée, maigre, cerne profond, barbe non faite. Il ressemblait à un fantôme du fils que j'avais élevé. Quand le juge a demandé s'il avait quelque chose à déclarer, il a demandé à parler. Il s'est levé, m'a regardé. J'étais assis au fond de la salle, et sa voix est sortie brisée. Je n'ai pas d'excuses. J'ai fait tout ce dont on m'accuse. J'ai volé mon père, trahi l'homme qui m'a élevé seul, qui a travaillé jusqu'à saigner pour me donner un avenir. Je me suis perdu. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai été faible. J'ai cru à des promesses vides. J'ai pensé que l'argent allait me rendre heureux. Et dans le processus, j'ai détruit la seule personne qui m'a toujours vraiment aimé. Il a regardé le juge. Je mérite d'être puni. Je mérite de payer pour tout. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être digne du nom que je porte. Le silence dans la salle était lourd. La sentence de Thomas, 4 ans en régime semi-ouvert, plus l'obligation de rembourser toute la somme détournée. Avec un travail rémunéré, une partie du salaire serait destinée à la restitution. Il a accepté en silence, n'a pas fait appel. Mais le pire de tout n'était pas leur prison. C'était ce qui s'est passé avec le reste. Gilbert Fontaine a poursuivi les deux pour le remboursement des 253 000 €. Comme il n'avait pas l'argent, il y a eu saisie de biens. L'appartement de 47 000 € qui appartenait à Thomas, saisi et vendu aux enchères. Les voitures vendues. Même les vêtements de marque de Camille sont allés aux enchères. Mais il manquait encore de l'argent. Fontaine a obtenu un blocage judiciaire des gains futurs de Thomas pour les 15 prochaines années. 30% de tout salaire ou revenu serait destiné au paiement de la dette. 15 ans. Mon fils allait payer pour ce choix jusqu'à ses 50 ans. Les enfants de Camille, Antoine et Sophie sont retournés chez leur père biologique, un entrepreneur d'Annecy qui les a accueillis. Ils n'ont plus jamais voulu parler à leur mère. Ils ont découvert qu'elle avait menti sur tout, y compris sur leur père. Et Camille. Elle a essayé de demander le divorce de Thomas depuis la prison, mais il l'a devancé. Il a déposé une action en premier, alléguant fraude et mauvaise foi depuis le début de la relation. Le divorce est sorti en 2 mois, sans partage de biens. Il n'y avait pas de biens à partager. Camille a découvert les dettes qu'il ne connaissait pas. Les 42 000 € de cartes de crédit, plus des prêts avec des usuriers qu'elle cachait. Total,
Un demi-million d'euros de dettes rien qu'à elle, et elle allait sortir de prison devant tout ça, sans rien, sans personne. En avril, 6 mois après l'arrestation, j'ai reçu une lettre. C'était de Thomas. Je l'ai ouverte avec les mains tremblantes. « Papa, je n'espère pas que tu me pardonnes. Je n'espère pas qu'un jour tu me regardes comme avant. Mais j'ai besoin que tu saches. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé de moi-même, de l'homme horrible que je devenais. Allongé dans le lit de cette prison toutes les nuits, je pense à tout ce que tu as fait pour moi et à comment j'ai rendu ça avec de la trahison. Je vais sortir d'ici dans 2 ans si je maintiens une bonne conduite. Et quand je sortirai, je vais travailler. Je vais payer chaque centime que j'ai volé. Je vais reconstruire mon caractère, même si ça prend le reste de ma vie, parce que tu mérites un meilleur fils. Et je vais devenir cet homme. Avec amour et honte, Thomas. » J'ai plié la lettre, l'ai rangée dans le tiroir, et pour la première fois en moi, j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère, mais d'espoir, parce que mon fils s'était enfin réveillé. Les premiers mois après les sentences ont été étranges. Le domaine continuait de fonctionner. Il avait toujours fonctionné, parce que je n'avais jamais arrêté. Mais il y avait un silence différent. Les chambres que Camille, Thomas et les beaux enfants occupaient étaient vides maintenant. J'ai fait tout nettoyer, donner ses vêtements à des associations caritatives, les meubles qu'elle avait achetés avec de l'argent volé, vendu. Chaque centime est retourné dans les coffres du domaine. J'avais ma maison de nouveau, mais j'étais aussi seul de nouveau. Les premières semaines, je n'ai pas pu visiter Thomas. Henri a demandé si je voulais y aller, mais j'inventais toujours des excuses. Je suis occupé avec les chevaux, je dois conclure des contrats. Ce n'est pas le moment. La vérité, j'avais peur. Peur de regarder mon fils à travers cette vitre de visite et de voir le garçon que j'avais élevé. Peur de ressentir de la pitié, peur de faiblir. Mais en mai, 3 mois après la prison, j'ai pris mon courage. C'était un mardi. J'ai conduit jusqu'à Villefranche-sur-Saône, où se trouvait le centre de détention provisoire. Bâtiment gris, barreaux, fils barbelés, cet endroit où mon fils dormait maintenant. J'ai passé la fouille, laissé mon sac, mon portable, tout, suis entré dans la salle de visite. Tables en fer, chaises inconfortables, odeur de désinfectant bon marché, et puis il est entré, mon Dieu, comme il était maigre. Thomas portait un uniforme beige, cheveux rasés, barbe faite. Il avait des cernes profonds, des épaules tombantes. Mais quand il m'a vu, quelque chose a brillé dans ses yeux, pas du bonheur, de la honte mélangée à du soulagement. Il s'est assis en face de moi, ne savait pas où mettre ses mains. « Papa !» Je suis resté silencieux, je l'ai juste regardé. « Merci d'être venu. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. » Sa voix était rauque, comme s'il avait beaucoup pleuré. « Comment tu vas ?» j'ai demandé, pas par politesse, mais parce que, même après tout, c'était encore mon fils. Je survis. Je travaille à la cuisine. Je me lève à 5 heures. Je fais 400 repas par jour. Je gagne le SMIC. 30% va pour payer la dette à Fontaine. Le reste, je le garde. Il a regardé ses propres mains calleuses. Pour la première fois de ma vie, je paie mes factures avec l'argent que j'ai gagné. Et tu sais ce qui est le plus étrange ? Je me sens propre. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prêt à le consoler. « Papa, je sais que j'ai tout détruit. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Mais j'ai besoin que tu saches. Camille demande que je témoigne contre toi. Elle dit que tu as falsifié des preuves, que tu as tout manipulé. Son avocat m'a contacté. » Mon estomac s'est serré. « Et qu'est-ce que tu as dit ?» Il m'a regardé dans les yeux. Et pour la première fois en années, j'ai vu de l'honnêteté, là. J'ai dit non, que toutes les preuves sont réelles, que j'ai commis les crimes dont on m'accuse, et que si elle veut essayer de m'utiliser encore une fois, elle peut oublier. J'ai respiré profondément. « Pourquoi tu as fait ça, Thomas ? Pourquoi tu l'as choisi au lieu de moi ?» Il a baissé la tête, les larmes sont venues, parce que je me suis senti important. Pour la première fois, quelqu'un me regardait comme si j'étais spécial, pas juste le fils de Jean-Pierre Moreau. Elle me faisait sentir que j'étais le patron, que j'étais le puissant, et j'ai été trop idiot pour voir qu'elle voulait juste ton argent. Silence lourd,
Mais la faute n'est pas qu'à elle, papa. C'est à moi. J'ai choisi de croire aux mensonges parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité, que je n'ai jamais été la moitié de ce que tu es. Et au lieu de travailler pour être meilleur, j'ai voulu te faire tomber. Ces mots m'ont coupé, mais ils étaient vrais. Tu as raison, j'ai dit calmement. Tu as été faible, lâche. Tu as choisi le chemin facile. Il a hoché la tête, pleurant. Mais tu sais quoi? Tu es encore mon fils, et je n'abandonne pas ma famille. Il a levé les yeux, surpris. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire que si tu changes vraiment, si tu prouves par des actions et non par des mots, peut-être qu'un jour on pourra reconstruire quelque chose. Thomas a pleuré ouvertement, mis ses mains sur son visage. Je vais le prouver, papa, je le jure devant Dieu. Je vais sortir d'ici. Je vais travailler, je vais payer chaque centime. Je vais devenir l'homme que tu méritais que je sois. Je suis sorti de cette visite avec le cœur lourd, mais moins brisé. Les mois suivants ont été de petites reconstructions. J'ai visité Thomas une fois par mois. Toujours des conversations courtes. Il me racontait son travail à la cuisine, les cours qu'il suivait en prison. Administration, gestion rurale, même un cours d'éthique. Il essayait. En août, il m'a appelé de la prison, excité. « Papa, j'ai obtenu le régime semi-ouvert. Je vais pouvoir travailler dehors pendant la journée et revenir dormir. J'ai trouvé un emploi dans une coopérative agricole près d'ici. Salaire de 1700 €. 1700 €. Une misère comparée à ce qu'il aurait pu gagner au domaine. Mais c'était honnête. Je suis fier de toi, j'ai dit. Et c'était vrai. En novembre, 1 an après la prison, Thomas m'a appelé en pleurant. « Papa, Camille a été condamnée en 2e instance, 6 ans et 8 mois maintenus. Et elle m'a demandé de l'aider. Elle dit qu'elle m'aime encore, que nous avons été victimes de toi. » Mon sang s'est glacé. « Et qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai dit que le seul amour qu'elle a eu était pour ton domaine, et que je ne veux plus jamais voir sa tête. J'ai raccroché et souri. Mon fils se réveillait enfin vraiment. En décembre, quand il a complété 1 an et demi de régime semi-ouvert, il m'a appelé avec une question. « Papa, quand je sortirai définitivement d'ici, dans 2 ans, tu penses qu'un jour je pourrai revenir au domaine? Pas comme propriétaire, pas comme administrateur, mais comme employé, comme ouvrier. Je veux réapprendre depuis le début, comme tu as appris quand maman est morte. » Je suis resté silencieux. « On verra, Thomas, on verra si tu prouves que tu le mérites. » « Je vais le prouver, papa, je te le promets. » Et pour la première fois en années, je l'ai cru. Parce que le pardon n'est pas oublié. Le pardon, c'est donner une chance de recommencer. Et mon fils faisait enfin en sorte de mériter cette chance. 2 ans et demi se sont écoulés depuis ce jour dans le salon, quand j'ai vu Thomas et Camille menotter. 2 ans et demi de reconstruction lente, de cicatrices qui guérissent, d'apprendre à faire confiance à nouveau. Et pendant ce temps, chaque personnage de cette histoire a reçu exactement ce qu'il méritait. Camille a purgé 3 ans et demi de ses 6 ans et 8 mois, quand elle a obtenu une progression vers le régime semi-ouvert pour bonne conduite. Selon son avocat, elle était devenue modèle en prison. Elle avait travaillé à la blanchisserie, suivi des cours. Mais je connaissais la vérité. Des gens comme Camille ne changent pas, ils apprennent juste à mieux cacher. Quand elle est sortie, en juillet 2028, elle a essayé de reconstruire sa vie. Mais elle a découvert que la réputation ne se récupère pas si facilement. Les dettes qu'elle avait laissées, 63 000 € entre cartes, usuriers et procès, la poursuivaient. Son nom était sur liste noire, numéro fiscal bloqué. Elle ne trouvait pas d'emploi. Elle a essayé d'ouvrir un salon de beauté à Annecy en utilisant le nom de tierce personne. Ça a fait faillite en 4 mois. Les enfants, Antoine et Sophie, ont complètement coupé contact. Leur père, un entrepreneur décent qu'elle avait calomnié pendant des années, les a accueillis et leur a dit toute la vérité. Ils ont découvert que leur mère avait toujours été manipulatrice, que le premier mariage avait fini pour des coups similaires, qu'ils avaient été utilisés comme pions dans une stratégie plus grande. Antoine m'a contacté par message 1 an après la prison de sa mère. « Monsieur Moreau, je veux m'excuser. Ma mère nous a appris à vous voir comme un ennemi. Aujourd'hui, je comprends que vous vous êtes juste défendu. Je suis désolé. »
J'ai répondu avec affection. Il n'était pas responsable d'avoir une mère escroc. Sophie ne m'a jamais contacté, mais j'ai su qu'elle était entrée en fac de droit, travaillant de jour et étudiant de nuit. Peut-être voulant comprendre comment ne plus jamais se faire tromper. Camille a essayé de contacter Thomas des dizaines de fois, des lettres auxquelles il ne répondait pas, des appels auxquels il ne répondait pas, jusqu'au jour où elle est apparue à la coopérative où il travaillait. Thomas m'a appelé ce soir-là, voix ferme. « Papa, Camille est apparue aujourd'hui. Elle a dit qu'elle m'aimait encore, qu'on pouvait recommencer, que tout était ta faute pour avoir monté un coup contre elle. » Mon cœur s'est accéléré. Je l'ai renvoyée. J'ai dit que le seul amour qu'elle a eu était pour ton domaine, pas pour moi, et que si elle réapparaît, je vais demander une ordonnance de protection. J'ai souri de l'autre côté de la ligne. Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. J'ai appris de la meilleure. Gilbert Fontaine, l'acheteur trompé, a mis 3 ans pour tout récupérer. Des ventes de biens, des saisies, des pourcentages de salaire. Il a été patient, mais implacable. À la fin, il a reçu les 253 000 € avec intérêts et corrections. Total de 293 000 €. Il m'a contacté quand il a reçu le dernier centime. « Monsieur Moreau, je suis désolé que vous ayez vécu ça. Votre domaine est-il à vendre ?» J'ai souri. « Non, monsieur Fontaine, il ne l'a jamais été et ne le sera jamais. » Il a ri respectueux. Je m'en doutais, mais je devais essayer. Les femmes comme vous sont rares. Les hommes, j'ai corrigé doucement. Pardon, les hommes comme vous sont rares. Quant à Thomas, mon fils, il a vraiment changé. Il est sorti de prison définitivement en mars 2029, après avoir purgé 4 ans entre régime fermé et semi-ouvert. Maigre, barbu, mais avec des yeux différents, propres, honnêtes. Il a obtenu un emploi fixe à la coopérative agricole de Lyon, gagnant 2100 € par mois. Il a loué un petit appartement d'une chambre, acheté des meubles d'occasion. Il cuisinait pour lui-même, payait ses factures à temps. 30% du salaire allait encore à Fontaine. Ça allait prendre encore 8 ans pour finir de payer, mais il ne se plaignait pas. « Je paie pour mes choix, papa, et c'est juste. » Il visitait le domaine 1 fois par mois. Au début, on restait à discuter sur la terrasse, prenant du café. Distant, mais présent. Il n'a jamais demandé d'argent, jamais demandé de faveur. Il voulait juste reconstruire notre relation. Et petit à petit, brique par brique, on a reconstruit. En juin 2029, il m'a demandé s'il pouvait passer un week-end au domaine. Pas dans les chambres principales, dans la chambre du personnel. Je voudrais aider avec les chevaux sans être payé, juste pour me rappeler comment c'était. J'ai accepté. Ce samedi-là, il s'est levé à 5 heures du matin avec moi, est allé à l'écurie, à nettoyer les boxes, donner le bain aux chevaux, changer le foin. Il est revenu avec les mains sales, les vêtements mouillés et le plus grand sourire que j'avais vu sur lui depuis des années. J'avais oublié comme c'est bon. On a déjeuné ensemble, discuté des chevaux, de génétique, des plans pour la prochaine saison de reproduction. On n'a pas parlé du passé, ce n'était pas nécessaire. Avant de partir, dimanche soir, il m'a embrassé, un câlin long, serré. « Merci de ne pas avoir abandonné, papa. Les pères n'abandonnent jamais, mon fils. Ils attendent juste que les fils se réveillent. » Fin 2029, Thomas était dans une nouvelle relation. Une vétérinaire de la coopérative, une femme simple, honnête, 2 ans plus jeune que lui. Il me l'a présentée nerveusement. « Papa, voici Léa. Elle sait tout. Mon passé, mes erreurs, la prison. Et elle a quand même voulu me connaître. » J'ai regardé la jeune femme. Elle était jolie d'une façon simple, cheveux attachés, sans maquillage, mains calleuses de travail. Elle m'a salué avec un respect authentique, sans fausseté. « Monsieur Moreau, c'est un honneur de vous rencontrer. Thomas parle beaucoup de vous. »« De bonnes choses, j'espère, » j'ai plaisanté. Elle a souri. « Des choses honnêtes. Et c'est mieux que des bonnes choses. » Je l'ai aimé tout de suite. J'ai tourné mon attention vers le domaine. Il continuait productif, rentable. En 2029, j'ai facturé 390 000 €. Ma meilleure année.
J'ai acheté 16 hectares de terres adjacentes, investi dans de nouvelles technologies pour les écuries, formé une équipe de 5 employés jeunes et dévoués. Le domaine n'avait plus besoin de moi pour survivre, mais j'avais encore besoin de lui. Parce que cette terre n'était pas juste un commerce, c'était mon identité. C'était tout ce que j'avais construit avec du sang et de la sueur quand le monde disait que j'échouerais. Et en regardant en arrière sur ces 2 ans et demi, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas juste sauvé mon domaine. J'avais sauvé mon fils, j'avais sauvé ma propre dignité. Et j'avais prouvé que les hommes comme moi n'abandonnent pas, peu importe l'âge, peu importe la douleur, peu importe la trahison. Parce que la dignité n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose que vous conquérez tous les jours, en vous levant, en luttant, en résistant, et quand nécessaire, en contre-attaquant. En janvier 2030, j'ai fêté mes 71 ans. Je me suis réveillé ce matin d'anniversaire, préparé mon café, me suis assis sur la terrasse regardant le soleil se lever sur les champs dorés du domaine. Tempête d'argent paissait tranquille près de l'écurie. Elle avait 18 ans maintenant, retraitée de la reproduction, vivant ses derniers jours en paix. Et j'ai pris une décision sur l'avenir, sur l'héritage, sur ce qui comptait vraiment. J'ai appelé Maître Henri pour une réunion. Il est arrivé avec son sac en cuir usé, ses lunettes de lecture suspendues au cou et un sourire curieux. « Jean-Pierre, vous avez dit que c'était urgent. Tout va bien ? » « Tout va très bien, Henri, mais je dois changer certaines choses dans ma planification successorale. » Il a ouvert son sac, pris un stylo. « Je vous écoute. » J'ai respiré profondément et expliqué mon plan. 40% du domaine, incluant 52 hectares de terre, l'écurie principale et 6 juments reproductrices, seraient donnés pour créer l'Institut Elisabeth Moreau d'entrepreneuriat rural féminin. Une organisation à but non lucratif, dédiée à enseigner aux femmes veuves, divorcées ou en vulnérabilité sociale à travailler dans l'agrobusiness. Des cours gratuits de gestion de bétail, élevage de chevaux, gestion rurale, administration financière. Tout ce que j'avais dû apprendre seul dans la douleur, ces femmes l'apprendraient avec du soutien, de la structure et de la dignité. Je veux que ce soit quelque chose qui me survive. J'ai expliqué. Quelque chose qui montre à d'autres femmes que peu importe votre âge, peu importe si vous êtes seule, vous pouvez reconstruire votre vie. Henri a souri, ému. Elisabeth serait fière. Je sais, les 60% restants, la maison principale, le reste des terres, les chevaux champions, tout le patrimoine financier, seraient placés dans un trust irrévocable. Thomas ne pourrait accéder à ce trust qu'à 50 ans, dans 8 ans, et seulement s'il remplissait 3 conditions non négociables. Première, prouver un changement de caractère avec un travail honnête continu pendant au moins 8 ans. Sans dette, sans procès, sans arnaque. Deuxième, finir de payer toutes les dettes restantes avec Gilberte Fontaine. Troisième, travailler comme volontaire à l'Institut Elisabeth Moreau pendant au moins 2 ans, enseignant aux jeunes les erreurs qu'il a commises et les conséquences de mauvais choix. S'il ne remplit pas ces conditions, Henri a demandé, alors le trust sera dissous et tout le patrimoine ira à l'Institut. Thomas ne recevra rien. Henri a tout noté, levé les yeux. Vous êtes sûr? C'est une décision dure. J'en suis absolument sûr, parce que s'il y a une chose que j'ai apprise pendant toutes ces années, c'est que l'héritage ne se donne pas. Il se gagne. Mon fils doit prouver qu'il est digne du nom qu'il porte. Les documents ont été signés en février, enregistrés au notariat, irrévocables. J'ai raconté à Thomas lors d'une de ses visites au domaine. Un dimanche tranquille. On était sur la terrasse à boire de la limonade quand j'ai posé les papiers sur la table. « Mon fils, je dois te montrer quelque chose. » Il a lu page par page. Quand il a fini, il avait des larmes aux yeux. « Papa, je n'attendais rien. Après tout ce que j'ai fait... » Je sais, mais ce n'est pas une question de ce que tu attends. C'est une question de ce que tu mérites. Et jusqu'à maintenant, tu es sur le bon chemin. Continue comme ça pendant les 8 prochaines années et ce patrimoine sera à toi. Il a tenu ma main.
Je ne vais pas te décevoir encore une fois. Je le jure. Je sais. La création de l'Institut a été annoncée en mars. J'ai tenu à faire une petite cérémonie. Juste la presse locale et quelques fermières de la région que je respectais. J'ai parlé au micro, nerveux. Je n'ai jamais aimé les projecteurs, mais ferme. Cet institut porte le nom de ma femme, Elisabeth Moreau, parce que c'est avec elle que j'ai appris le sens du partenariat. Mais il poursuit mon travail. Montrer aux femmes qu'on n'a pas besoin de permission pour reconstruire nos vies. On a besoin de courage, de connaissances et de soutien. 23 femmes se sont inscrites dans la première promotion. Veuves, divorcées, mères célibataires. La plus jeune avait 28 ans, la plus âgée 62. J'ai donné des cours personnellement les premières semaines, enseigné sur les chevaux, la terre, les contrats, raconté mon histoire sans fioritures, sans victimisation. Juste les faits. À la fin de mon discours, une femme de 50 ans a levé la main en pleurant. « Monsieur Moreau, mon mari est mort il y a 3 ans. Il m'a laissé avec des dettes et un domaine abandonné. Je pensais que j'allais tout perdre, mais en vous écoutant, je sens que j'ai encore une chance. Vous l'avez, ma chère. Vous l'avez toujours eu. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour vous le rappeler. Les mois suivants ont été de satisfaction profonde. Voir ces femmes apprendre, grandir, conquérir leur autonomie. Voir le domaine fonctionner parfaitement, même avec une partie dédiée à l'Institut. Voir Thomas travailler honnêtement, grandir comme homme. En juin 2030, Thomas m'a appelé avec une nouvelle. « Papa, Léa est enceinte. Mon cœur s'est arrêté. Tu vas être grand-père. » Grand-père. Après tout, après la douleur, la trahison, la reconstruction, j'allais être grand-père. Je suis heureux, mon fils, très heureux. Papa, je veux que mon fils ou ma fille grandisse en connaissant son grand-père, en connaissant l'histoire de comment tu t'es battu, pour qu'il apprenne dès le début. La dignité ne se négocie pas. J'ai raccroché et pleuré. Des bonnes larmes d'accomplissement. Aujourd'hui, assis sur la terrasse de ce domaine que j'ai construit avec du sang et de la sueur, je regarde en arrière et vois le voyage complet. J'ai vu la pire trahison qu'un père puisse souffrir. Mais j'ai aussi vu la plus belle rédemption qu'un fils puisse conquérir. J'ai appris que la famille n'est pas juste le sang, c'est le respect, c'est la loyauté, c'est l'effort mutuel. J'ai appris que le pardon n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Mais le pardon sans changement n'est pas du pardon. C'est la permission d'être blessé à nouveau. J'ai appris que les hommes comme moi, les hommes de 71 ans, avec des rides, avec des mains calleuses, avec des histoires de douleur, ne sont pas jetables. Nous sommes essentiels, parce que nous portons une sagesse qui ne se gagne qu'en vivant, en luttant et en résistant. Tous les matins, je me lève à 5 heures, je fais mon café, je vais à l'écurie, je salue Tempête d'Argent et je remercie d'être vivant, en bonne santé, fort. Parce que tant que je respirerai, ce domaine prospérera. Et quand je partirai, je laisserai un héritage plus grand que des terres et des chevaux. Je laisserai des histoires de résistance, de dignité, d'hommes qui ne se sont pas courbés. Et ça, mon fils l'a enfin compris. Ça n'a pas de prix. Décembre 2030. 71 ans, 7 mois et 14 jours de vie. Assis sur la terrasse du domaine, avec une tasse de café chaud entre les mains, j'observe mon petit-fils. Théo, 3 mois, dort tranquille dans les bras de Thomas. Mon fils berce le bébé avec soin, fredonnant doucement une chanson que je lui chantais quand il était enfant. Le cycle se referme. Léa est dans la cuisine à préparer le déjeuner. Elle a insisté pour cuisiner, même si j'ai dit que ce n'était pas nécessaire. « Monsieur Moreau, après tout ce que vous avez fait pour nous, laissez-moi prendre soin de vous aujourd'hui. » Prendre soin de moi? Quel concept étrange et réconfortant en même temps. Théo bouge dans son sommeil. Thomas ajuste la couverture. Cette même couverture en coton que j'ai utilisée pour lui il y a 38 ans. Lavée et soignée pendant des décennies. Il me regarde et sourit. « Papa, tu te souviens quand tu m'as dit que je ne comprendrais que quand j'aurai un enfant ?» Je hoche la tête.
Maintenant, je comprends. Je regarde ce petit garçon et je pense, je ferai n'importe quoi pour lui. Et tu as tout fait pour moi, et j'ai rendu ça avec de la trahison. Sa voix faiblit. Il porte encore la culpabilité. Il la portera toujours. Les cicatrices ne disparaissent pas. Elles enseignent juste à vivre avec la douleur. Tu te rachètes, mon fils, chaque jour, avec chaque choix honnête. Il hoche la tête. Regarde son fils. Je vais lui raconter quand il grandira. Je vais lui raconter l'homme horrible que j'étais et le grand-père incroyable qui m'a sauvé de moi-même. Je me lève. Marche jusqu'à eux. Caresse le visage de Théo. Peau douce. Odeur de bébé. Futur pur. Et je murmure, tu es né dans une famille qui connaît la douleur, mais qui connaît aussi la rédemption. N'oublie jamais ça. Ces derniers mois, beaucoup de choses ont changé. L'Institut Elisabeth Moreau a diplômé sa première promotion. 23 femmes qui sont arrivées brisées et sont sorties entrepreneuses rurales. 3 d'entre elles dirigent déjà de petites propriétés. 5 travaillent dans des coopératives, gagnant des salaires dignes. Toutes avec autonomie financière. Toutes avec dignité restaurée. L'une d'elles, Marie, 57 ans, veuve, mère de 4 enfants, m'a embrassé le jour de la remise des diplômes, en pleurant. « Monsieur Moreau, vous m'avez appris que je n'ai pas besoin d'hommes pour survivre. J'ai besoin de connaissances et de courage. Tu les as toujours eus, Marie. Tu avais juste besoin que quelqu'un te le rappelle. » Thomas a complété 6 ans de travail honnête à la coopérative. Il a été promu superviseur. Salaire de 2 900 €. Il économise 40% tous les mois. Il prévoit d'acheter un petit terrain dans 2 ans pour avoir son propre élevage de bétail. Petit, humble, mais à lui. Il a fini de payer Gilberte Fontaine en septembre. 8 ans de dettes payées. Le jour du dernier paiement, il m'a appelé en pleurant de soulagement. « C'est fini, papa. Je suis libre. Enfin libre. » Et il a commencé comme volontaire à l'Institut. Tous les samedis, il passe la journée à enseigner aux jeunes l'administration rurale. Et à la fin, il raconte son histoire. L'histoire du fils qui avait tout et a tout jeté. L'histoire de l'homme qui a été emprisonné pour avoir volé son propre père. L'histoire de la rédemption gagnée jour après jour. Les jeunes écoutent en silence, certains avec des larmes, parce que la vérité fait mal. Mais elle enseigne. Camille a disparu. J'ai su qu'elle est dans le Vieux Lyon travaillant dans un restaurant de bord de route. Seule, sans argent, sans enfant, sans rien. Je ne ressens pas de pitié. Je ne ressens pas de colère. Je ne ressens rien. Parce qu'elle n'a été qu'une tempête passagère dans ma vie. Et les tempêtes passent. Ce qui reste, c'est la structure que vous avez construite pour y résister. Aujourd'hui, en regardant autour, je vois ce qui compte vraiment. Je vois mon fils tenant son fils avec un véritable amour. Je vois mon domaine productif, prospère, avec de jeunes employés dévoués. Je vois l'Institut formant des dizaines de femmes chaque année. Je vois tempête d'argent paissant en paix, vieille, mais digne. Je vois ma vie, une vie qui aurait pu se terminer en amertume, mais que j'ai choisi de reconstruire avec un but. Parfois, quand je suis seul, je reviens à ce moment, cet appel téléphonique. « Papa, on part aux États-Unis demain. Ton domaine et tes chevaux ont déjà été vendus. Adieu. » Je me souviens de mon cœur se brisant, de la sensation d'être jetable, de ne pas compter. Mais je me souviens aussi de ce qui est venu après. L'enquête silencieuse, la découverte des preuves, le moment de renverser le jeu, et je comprends maintenant que cet appel n'était pas ma destruction, c'était mon réveil, parce qu'il y a une force chez les hommes comme moi, les hommes qui ont été sous-estimés, jetés, appelés vieux, têtus, obstacles, une force impossible à mesurer. C'est la force de celui qui a tout construit de zéro, de celui qui a survécu à l'impossible, de celui qui a refusé d'abandonner quand le monde entier disait qu'il devait le faire. Théo se réveille et commence à pleurer. Thomas le berce nerveusement. Il apprend encore. Je prends le bébé de ses bras, le place contre ma poitrine, et les pleurs s'arrêtent instantanément. « Comment tu fais ça ?» Thomas demande.
admiratif. 71 ans de pratique, mon fils. 71 ans à apprendre que parfois tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est de sentir qu'il n'est pas seul. Je regarde le petit visage de Théo. Il m'observe, avec ses yeux sombres de nouveau-né, essayant de comprendre le monde. Et je lui murmure, mais aussi à moi-même. Tu vas grandir en entendant des histoires sur ton grand-père. Certaines vraies, certaines exagérées, mais je veux que tu saches la vérité la plus importante. Je ne suis pas spécial, je suis juste un homme qui a refusé d'être brisé. Et toi, mon amour, tu viens d'une lignée de résistance. N'oublie pas ça. La vie n'est pas faite de fins heureuses parfaites. Elle est faite de cicatrices qui deviennent sagesse, de pertes qui deviennent force, de trahisons qui deviennent limites, et de recommencements qui deviennent héritage. Aujourd'hui, à 71 ans, je n'ai pas peur de l'avenir. Je n'ai pas peur de vieillir. Je n'ai pas peur d'être oublié. Parce que tant qu'il existera une femme qui lira mon histoire et pensera « moi aussi je peux, j'aurai vécu correctement ». Tant qu'il existera un fils qui apprend de ses propres erreurs, j'aurai bien enseigné. Tant qu'il existera un domaine qui prospère avec un travail honnête, j'aurai bien construit. Je suis Jean-Pierre Moreau, j'ai 71 ans. Et ceci est l'histoire de comment je n'ai pas permis qu'on me vole ma dignité. Parce que la dignité, mon amour, n'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose que vous décidez de garder chaque jour, contre tout et tous. Et quand vous prenez cette décision, personne, absolument personne, ne peut vous l'enlever. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous connaissez quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça, laissez dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Je veux savoir si cette histoire est arrivée jusqu'à vous, où que vous soyez. Parce que les histoires de résistance doivent être partagées pour que d'autres hommes et femmes sachent « vous n'êtes pas seuls ». Et vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Les Conseils de Papy et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires de courage et de justice. Commentez de quel pays vous nous regardez maintenant. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires qui inspirent et transforment. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Et rappelez-vous, la dignité ne se négocie jamais.